Bonsoir. Il y a, j'ai calculé 660 minutes de cerveau allumé ici à Claire. Donc, c'est à peu près le temps depuis qu'on est ici ce matin. C'est une journée d'une rare intensité. Les vendredis de Claire sont toujours tellement magiques. Et on voudrait la terminer quand même. C'est une bonne note. Je pense que c'est vraiment bien parti. Merci au personnel de l'école pour cette belle attention-là. Je vais apporter cette... Merci beaucoup. Votre chaleur humaine est exceptionnelle. Nous allons terminer cette merveilleuse journée sur un ton un peu plus détendu et par contre quand même avec des réflexions assez sérieuses provenant de 5 personnes. Et avant de commencer, bon, on a déjà, peut-être que vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, une session Ignite, ou parfois appelée Peshakusha, qui vient d'un terme hawaïen, je crois. Et c'est une série de présentations, mais en rafale, avec quelques paramètres. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est qu'on demande aux gens de nous emballer sur un sujet, mais faites ça vite, dépêchez-vous. Les gens qui vont venir sur scène ici auront 20 diapositives de messages clés, chacune chronométrée à 20 secondes, top chrono, ça change. Ils peuvent parler s'ils veulent, les diapos avancent. Donc, vous pouvez imaginer l'exercice de synthèse, concision et de belles performances. Mais j'aimerais vous dire que c'est la 4e année que nous avons les sessions Ignite. La première année, et chacune d'elles avait un thème. Et le thème permet aux gens qui viennent sur scène de l'exploiter comme ils ou elles le veulent. En 2016, le thème portait sur l'engagement. Je pense qu'en 2019, on parle encore d'engagement. En 2017, le thème était la passion professionnelle. On en a vu toutes sortes de manifestations ici et ailleurs dans l'école. En 2018, on parlait de s'entreprendre. On vient d'entendre justement à ce sujet-là il y a quelques instants. Cette année, en 2019, on veut parler d'identité. L'identité, peu importe sa forme. Je relisais les bios des gens qui vont venir ici dans la prochaine heure et voici quelques mots que j'ai lus de leur biographie. Innovation, passion, créativité, mentalité de croissance, animation, changement, regardons ça, leadership, propulsion. Donc, on va avoir des gens qui vont venir se présenter, mais on va commencer là. Un bruit de bébé, ça révèle bien peu de son identité. Maintenant que j'ai pris la parole, vous savez que je suis un homme, probablement un homme d'un certain âge, un homme francophone. Ça me rappelle une époque pas si lointaine que ça où j'étais animateur radio au début des années 80. Ma seule identité reposait sur le son de ma voix. Le seul rapport que j'avais avec les auditeurs était le son de ma voix et je laissais peu de traces. Plus difficile maintenant de masquer son identité. Vous n'avez pas une idée encore de qui je suis et curieusement, moins je me révèle et plus je me sens libre. Bizarre comme sentiment. D'autres vont choisir de s'afficher autrement, avec un masque qu'on appelle anonyme. Le masque d'Anonymous, qui à la base est un dessin de Dali, un beau dessin, révèle une identité qui se veut anonyme. Étrange paradoxe
qu'Anonymous. D'autres s'affichent plus méchamment, sans visage. On les appelle les trolls, qu'on retrouve sur les médias sociaux. Ils pullulent sur les médias sociaux, ils polluent sur les médias sociaux, en raison de leur fausse identité. On peut choisir de se révéler en totalité ou en partie seulement, selon qu'on veuille afficher notre identité qui est publique ou notre identité qui est privée. Certains vont s'afficher davantage que d'autres et laisser plus de traces que d'autres. On ne peut pas nier le fait, ce sont les dernières statistiques de Hotsuite, 67% de la planète possède un outil intelligent entre les mains. Qui s'occupe de cette identité? La planète est de plus en plus connectée, mais est-elle de plus en plus vulnérable? Je pense que la minute va débarquer. Sans visage, des millions d'utilisateurs. Qui prend soin de notre identité? Qui connaît qui? Qui fait quoi avec nos identités? Malgré l'abondance des utilisateurs, est-ce qu'on aurait seulement l'illusion d'être ensemble malgré le nombre? Présentement, on assiste à un beau concours, attention Roberto, de donner ces images à 10 ans d'écart. Est-ce qu'on ne fait que nourrir la bête, de donner davantage d'informations sur notre identité? Et moi, je me pose la question, si ça ne coûte rien que de s'afficher à 10 ans d'écart, c'est peut-être parce que nous sommes devenus un produit. Et comment se fait-il que nous sommes devenus justement un produit? Bien, c'est bien simple. C'est parce qu'on a besoin de répondre à un besoin essentiel de l'humain, ce besoin essentiel de vivre en groupe et d'être reconnu, d'être aimé, liké. C'est dans notre ADN depuis des millénaires. Si on n'avait pas eu ces deux réflexes de survie, l'humain ne serait pas là. Vivre ensemble avec des gens qui nous ressemblent et qui partagent nos opinions, c'est comme ça que l'humain a survécu et a réussi à passer au travers son histoire. D'aussi loin que l'époque des cavernes, jusqu'à la chambre à écho d'aujourd'hui, qui n'est rien d'autre, en fin de compte, qu'une caverne amplifiée, qui est tout simplement plus puissante. Qui habite dans la caverne? Des gens qui me ressemblent, des gens qui ont les mêmes peurs que moi, des gens qui ont les mêmes joies que moi. Donc, imaginez quand on se retrouve avec un phénomène de fausses nouvelles. À qui partage-t-on cette fausse nouvelle, sinon qu'à des gens qui nous ressemblent, des gens qui partagent les mêmes opinions. Donc, si vous avez une belle liste de gens qui vous suivent, ça devient une épidémie et non pas une transmission de nouvelles. Et pourtant, il serait tellement simple de s'arrêter et de faire 1, 2, 3, 4, 5, comptez jusqu'à 30. Comptez jusqu'à 30 avant de relayer une information. Et hop, qu'est-ce qui vient d'embarquer? C'est le jugement critique qui fait en sorte que je vais me demander, est-ce que ça vaut la peine de transmettre cette nouvelle-là? Maintenant, on le sait, l'éducation est là. Bravo, merveilleux. Ça va régler tous les problèmes identitaires. 37 millions d'habitants au Canada, 6 millions sur des bancs d'école. Qu'est-ce qu'on fait avec les 31 millions qui restent? Les universités sont là. Oh, Dieu merci. Vous êtes passés à l'université, vous êtes des enseignants. Donc, je vous mets en exercice, à main levée, levez la main ceux qui disent à leurs élèves de faire attention à leur identité. Merveilleux. Levez la main maintenant ceux qui l'ont appris dans leur formation initiale à l'université. On a un sérieux problème. On a un sérieux problème parce qu'on parle d'une société, une société civile, une société bâtie sur une ville intelligente. Est-ce que la ville intelligente s'occupera de nos identités? Comment s'en occupera-t-elle? On alimente la bête, on alimente les bêtes. En Amérique, donc les GAFA, en Chine, les BATX, donc les Google, Apple, Facebook, Amazon de ce monde, et leur équivalent chinois. C'est eux qui, pour l'instant, façonnent notre identité. L'identité, c'est quoi? C'est un concept, c'est un mot qui s'appuie sur deux concepts. Celui de l'idée, celui de l'entité. Quelle idée avons-nous de notre entité? Que souhaitons-nous afficher, révéler?
Nous ne sommes qu'un construit identitaire sur les médias sociaux. En tant que parents, citoyens, éducateurs, donc c'est à nous à assurer notre identité, consciente, critique, à nous assumer à visage ouvert pour être des citoyens conscients. Merci. Normand, brother. Merci, Normand. Oh boy, je voudrais vraiment pas être dans la peau des 4 autres maintenant, là. Oh boy. Comme ça. Mais je m'en fais pas parce qu'ils vont être merveilleux, parce que chacun va apporter justement son identité d'ignicien ou d'initieux. Normand, pour ceux qui ne le savent pas, est appelé à conseiller les directions pédagogiques des écoles du Québec sur différents dossiers tels que l'arrimage primaire, secondaire, collégial, les stratégies d'enseignement, les environnements d'apprentissage et le développement professionnel. Il représente la Fédération des établissements d'enseignement privé au sein de nombreux comités ministériels et, il faut le dire, c'est le papa, c'est le cofondateur de Cadre 21 pour lequel j'ai un grand plaisir à travailler. Là, maintenant, on va enchaîner avec notre deuxième personne. Et là, je vais vous la présenter. Je vous présente Marie-Andrée Ouimet. Marie-Andrée Ouimet de Hawkesbury, Ontario. Que dire? Une femme inspirante, sketch-noteuse de calibre mondial et empreinte de créativité dans tout ce qu'elle fait. Écoutez, je vais me taire, là, puis je vais vous laisser toute la place à Marie-Andrée. Est-ce que ça va? Oui. OK? L'ordi et tout ça? Oui. Oh. Ça veut-tu dire que c'est toi qui fais ton propre top chrono? Je sais pas. C'est-tu parti? Non? Veux-tu que ça parte? Ben, veux-tu terminer? C'est parti. OK. Salut tout le monde. Bonsoir. Ce soir, je m'en viens vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, puis c'est la constance. Puis oui, le mot sexy est écrit à l'écran. On parle de changement. Aujourd'hui, le thème, c'est vraiment le changement. Mais le changement, ça commence avec soi-même. Puis on est dans un colloque où on parle de l'éducation, de notre pratique, mais je trouve qu'on parle rarement de prendre soin de nous-mêmes. Donc, je vous invite ce soir, là, on est rendu à 6 minutes 15, de prendre 6 minutes pour penser à votre croissance personnelle. Vous voyez des choses qui défilent, c'est un peu moi. J'ai carburé au badge, aux certifications, au colloque, je les ai faits et je suis arrivée, avril 2017. Mon mari va dire que c'était la crise de la quarantaine. Moi, je vais dire que c'était une crise de pédagogue remise en question où je ne savais plus qui j'étais. Je me posais des questions. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que j'aime ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais? C'est quoi mon pourquoi? C'est quoi mon why? Pourquoi je suis là? Puis c'est commencé, avril 2017, dans un Tim Hortons. Marius, mon leader pédagogique à ce moment-là dans l'équipe tactique, me rencontrait et me dit « Marie, tu vas te tuer. Tu es en train de te brûler. Tu brûles la chandelle des deux bouts. Où est-ce que tu t'en vas avec tes colloques, tes choses? » J'étais rendue à 67 jours où je n'avais pas arrêté de travailler. Et je me retrouve dans un tramway, puis là, regarde même pas l'écran avec Maude, à San Francisco, dans un congrès de Google Earth. 90 profs de la planète sont choisis pour aller en Californie. Je suis assis avec elle sur le tramway et elle me coach. Elle ne le sait pas. Et elle me pose des questions et je lui dis « Maude, il faut que je change ma vie. Ça va pas bien. Je ne sais pas où je m'en vais. » Puis je me retrouve littéralement 2 jours plus tard sur la route pour explorer le Canada avec Stéphane et notre chien. Et je suis dans un mastermind aux 3 jours. Je vais au Tim Hortons à 5 heures du matin pour rencontrer Marius et une équipe et on lit les 21 lois de leadership de John Maxwell. Et je réalise, je viens de dire shit pendant un ignite, il faut que je change ma vie. Puis ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. Je ne suis pas confiante. Je suis constamment en train de me comparer à toutes ces techno-superstars à côté de moi. Je suis jamais satisfaite avec moi-même et je suis pas bien. J'ai pas d'énergie. Puis je décide, faut que je fasse de quoi? À droite, vous avez une fille qui a lâché sa job, qui a lâché l'enseignement, qui est sortie du système, puis qui a décidé, il faut que je travaille sur moi-même. Et voici ce qui se passe. Les erreurs, j'en fais. Je connais pas toutes les réponses, je vais vivre avec. On va les trouver ensemble. Puis let's go. Maintenant, j'ai de l'énergie.
Quand on regarde ces deux images-là, oui, j'avoue, il y a 110 livres de différence entre les deux filles qui se retrouvent à cet écran-là. Mais il y a tout un shift mental qui se passe dans la tête d'une personne quand elle vit un processus comme ça. Je passais d'une mentalité fixe à une mentalité de croissance. Et ce qui est le plus drôle, c'est que j'accompagnais des enseignants pour les aider à développer leur mentalité de croissance et moi-même, je ne l'avais pas. Comment j'y suis arrivée? C'est mon mot, c'est la constance. Puis la constance, c'est drôle, on n'en parle jamais. On va dire, ah, cette personne-là est persévérante, cette personne-là, elle fonce. Mais jamais on va dire, cette personne-là est donc bien constante. C'est pas très sexy de dire ce mot-là. Mais en réalité, c'est la constance et la discipline qui fait qu'on grandit et qu'on devient la personne qu'on veut être. Parce que le succès, ça ne s'atteint pas du jour au lendemain. Dans la salle de classe, lundi, essayer une petite chose puis se planter, c'est normal. Vous n'allez pas être une superstar lundi prochain. C'est en travaillant lundi, mardi, mercredi, jeudi et même samedi qu'on atteint le niveau où on veut être. Pour ça, je vous parle de la loi du 5. Imaginez, vous avez un bel arbre. Je ne vois pas pourquoi on voudrait couper un bel arbre comme ça, mais mettons que vous voulez le couper, l'arbre. Puis vous sortez avec une hache, puis vous donnez 5 coups aujourd'hui. Demain, vous ressortez avec votre hache. Vous donnez 5 autres coups. Puis vous donnez 5 coups à chaque jour. Éventuellement, qu'est-ce qui va arriver à l'arbre? Il va tomber. C'est en faisant la bonne action à tous les jours que le succès arrive. Puis le succès, c'est la croissance, selon moi. Okay? C'est pas en ne faisant la bonne action certains jours. Puis c'est aussi ce que je vois dans mes collègues. Ils essayent une chose une fois, ça plante, je ne l'essaye plus, ça n'a pas marché. C'est en l'essayant constamment. C'est en travaillant sur notre constance qu'on atteint ce succès-là. Puis, souvent, les gens vont me dire, Marie-André, comment tu y arrives? Qu'est-ce que tu fais pour rester constante? Même ce matin, il y en a qui m'ont dit, comment tu as fait pour te lever et t'entraîner malgré la fatigue? Moi, je fais 5 jours à tous les jours. Je me lève, je suis reconnaissante, je m'entraîne, je me fixe des objectifs, j'apprends et je produis. Je suis reconnaissante, je m'entraîne, je me fixe des objectifs, j'apprends et je produis. Et ça, je fais ça à tous les jours. Même ce matin, même demain, même dimanche, tous les jours. La question, elle est là. Quelles 5 actions est-ce que tu peux poser demain, à Claire, malgré la fatigue, malgré la route? Quelles 5 actions peux-tu poser de façon constante à tous les jours? Ça n'a pas besoin d'être incroyable. 5 petites choses que tu peux faire constamment à tous les jours pour t'améliorer, pour grandir dans cette merveilleuse profession. Parce que la magie, ça ne se passe pas dans notre petit confort tout de Dieu. La magie, ça se passe à l'extérieur. C'est là que le fun se passe. Puis pour se rendre là, il faut l'étirer, notre élastique. Puis plus on l'étire, plus on s'habitue. On s'habitue de l'étirer, ce maudit élastique-là. Vous allez voir 400 selfies qui vont popper dans votre face de moi depuis août 2017 à aujourd'hui. Puis à un moment donné, ce que vous allez voir dans ce parcours-là, qui n'est pas tout beau, qui n'est pas parfait, il y a des hauts, il y a des bas, c'est qu'il y a du monde qui se joigne dans le parcours. Parce que quand on entreprend un parcours de constance, les gens le remarquent et veulent se joindre à toi. Qu'est-ce que tu attends pour sauter? Ça c'est moi en passant. Ma fête de 40 ans, mon mari me payait un saut en parachute. Débile. Qu'est-ce que tu attends pour sauter? Parce que le pire moment dans sauter, c'est d'attendre ton tour après Normand Brodeur. C'est ça le pire moment. Il faut juste que tu sautes. OK? Si vous cherchez à sauter, à vous inspirer, il fallait que je plug Escouade Édu. On a des événements qui s'en viennent, le coach à 360. On a aussi un camp d'été qui s'en vient. Viens t'inspirer, te donner un boost d'énergie, travailler ta croissance personnelle. C'est ça qui fonctionne. Bonne soirée. Je débranche-tu? OK. Merci, 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 Marie-André. Ouf! Ça va bien? Il nous en reste 3. Et ça me fait vraiment plaisir de vous présenter le prochain, Christian Leblanc, en passant Leblanc avec un B majuscule. Ça, tu sais que c'est un Leblanc du Québec. OK? Et puis, Christian, je dois vous dire que je veux lui dire merci. Je veux lui dire merci parce que c'est grâce à Christian que j'ai eu le grand bonheur, Normand et moi,
de rencontrer, de jaser une dizaine de minutes en coulisses avec Sir Ken Robinson il y a à peu près 1 an et demi. Ça a été un moment spécial et c'est vraiment grâce à toi, Christian. Donc, je tenais à te le dire. Donc, Christian nous arrive de la rive sud de Montréal, du Collège du Rocher Saint-Lambert, où il est directeur de services pédagogiques. Mais c'est aussi un animateur. C'est comme, vous savez, Gilbert Bécaud s'appelait le Monsieur 100 000 volts. Et ça, c'est comme Monsieur 100 000 volts de la rive sud de Montréal. Donc, Christian, est-ce que tu es prêt? Absolument. Denis, on est bon? Prêt à sauter. OK. Alors, l'identité, ce sont les traits, vos traits qui vous sont particuliers. C'est ce qui vous rend unique. C'est ce qui nous distingue par rapport aux autres. Moi, j'ai choisi d'être distingué. En fait, de me distinguer au lieu d'être différent. Et surtout de mettre en lumière tous ceux qui posent des actions pour respecter l'identité de tous et chacun. Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire d'identité. Et ça commence en 2e année. Ouf! Hein? -8 de myopie, un joli nœud papillon rouge. Et je sais que c'est pas ce qui saute aux yeux en premier, mais c'est aussi le moment où mes premiers tics nerveux sont arrivés. Et ça, les tics nerveux, on ne le voit pas présentement sur la photo, parce qu'une photo, c'est ce qui se retrouve entre autres sur une carte d'identité. Ça bouge pas, ça parle pas. Ceux qui ne l'ont pas encore compris, ou ceux qui me connaissent bien le savent, j'ai un syndrome de Gilles de la Tourette. Gilles de la Tourette, c'est quoi? C'est au moins un tic moteur, des tics moteurs, mon Dieu, un tic vocal. Moi, je tousse absolument régulièrement. Mais c'est surtout un syndrome qui est mal compris, mal aimé, dans lequel il n'y a pas de modèle, dans lequel il est assez facile de voir tout ce qui apparaît, mais tout ce qui ne paraît pas, on ne le voit pas. C'est pas pour rien que je me suis intégré au cadet de l'armée lorsque j'étais adolescent. Tout le monde pareil, tout le monde en uniforme, tout le monde au garde à vous, un esprit de corps, on appelle ça un corps de cadet. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir différent, que je me suis senti sur ma personnalité. Et je me dis, je suis qui, moi, au-delà de l'uniforme, au-delà des tics nerveux. C'est au moment des cadets de l'armée que j'ai décidé de devenir enseignant. Et je me suis dit, Christian, tu as des traits qui sont particuliers, bien, mets-les à profit. Mets-les à profit pour tes futurs élèves, mets-les à profit pour tes futurs collègues, mets-les à profit pour ta future école. Transforme ça en force. Aujourd'hui, je suis dans une école de 2500 élèves. Moi, je suis directeur des services pédagogiques. Ouh, hein? Mais cette école-là, le cadeau qu'elle me fait, c'est une école qui s'est permis de jeter les barrières, de faire tomber des barrières pour permettre à tous les apprenants de se sentir inclus dans leur milieu scolaire. Respecter l'identité de quelqu'un, ça veut dire quoi? Bien, c'est respecter les modes d'apprentissage. C'est de prendre le temps. C'est d'aller à la rencontre de l'autre. La rencontre de l'autre pour déterminer ce qui est bon pour lui, mais surtout pour lui offrir le bon encadrement, pour lui permettre de se développer. L'élève. L'élève, c'est la matière première de nos écoles. Mais c'est quoi respecter l'identité d'un élève? Respecter l'identité d'un élève, c'est de respecter le fait que chaque élève a un cerveau différent. Chaque élève a une façon différente d'apprendre, et même en apprenant des fois d'une façon un petit peu similaire, il y a tellement de chemin pour arriver à nos fins. Respecter aussi l'identité de l'élève, c'est lui permettre de faire des choix. C'est lui donner la liberté dans sa façon de démontrer sa compréhension, mais c'est aussi de lui présenter des concepts à apprendre de façon différente. Respecter l'élève dans son identité, c'est lui permettre de trouver les clés de sa réussite en l'autorisant à utiliser n'importe quel chemin. Dans les écoles aussi, il y a des adultes, des éducateurs, des enseignants. Respecter l'identité des adultes, des enseignants, des éducateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire les considérer comme des êtres exceptionnels. Mais c'est aussi de les respecter en tant qu'apprenants. Et si les adultes sont aussi apprenants que les élèves qui fréquentent les écoles, bien, à eux aussi, il faut leur permettre de faire des choix. Le premier choix qu'un adulte devrait faire, un éducateur devrait faire, c'est de bonifier sa carte d'identité. Au jour le jour, ajouter des faits, des moments précieux, des succès, des échecs aussi. Comme adulte, on se doit de toujours s'inscrire dans une mentalité de croissance pour bonifier notre carte d'identité et de faire en sorte aussi de réussir à cheminer et de s'engager un peu plus. L'école. L'école, c'est un endroit où on devrait pouvoir établir des nouveaux réseaux. On devrait établir des nouvelles connexions. À l'école, on devrait être capable de faire des connexions qui sont parfois classiques, mais des connexions complètement atypiques.
Pourquoi atypique? Pour réussir à améliorer puis bonifier la carte d'identité de notre école. En fait, la carte d'identité de l'école, ça devrait peut-être s'apparenter à une chorale. Vous savez, une chorale, c'est un regroupement de personnes aux personnalités uniques et aux identités complètement multiples. Une chorale, ça chante d'une seule voix, par contre. Et cette voix, c'est la force de leur voix, ils viennent la chercher dans le respect de la différence de chacun. Il y a une émission qui va commencer au Québec, il a commencé cette semaine, ça ne se demande pas. Inspiré d'une émission australienne, You Can't Ask That. Désolé pour mon accent. Là, il y a toutes sortes de personnes, des petits, des moyens, des gens malades, des gens handicapés, des gens avec des particularités, et on ose leur poser des questions que jamais on n'oserait leur poser. Il y aura des tourettes l'année prochaine, je vous le dis. Mais est-ce que nous, on se permet de se poser des bonnes questions pour nos milieux scolaires? Alors, ce que je vais vous inviter, c'est qu'on va s'en poser 3 bonnes questions. Et je vais vous inviter à répondre haut et fort à chacune de mes questions, quitte à faire flancher un peu le Facebook Live. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Excellent. Première question pour l'élève. Est-ce qu'on peut enfin considérer l'élève apte à faire des choix qui seront favorables à ses apprentissages et à son engagement? J'espère, parce que permettre de faire des choix, c'est augmenter le taux d'engagement. Je choisis de la façon dont je veux apprendre, mais c'est surtout de respecter les choix que les élèves vont faire. Les enseignants, sont-ils prêts à devenir une vraie communauté d'apprenants? Bien sûr, une communauté de collaborateurs, une communauté d'enseignants qui vont tisser leur propre réseau, qui vont mettre en place une mentalité de croissance qui leur est propre, mais une mentalité de croissance communautaire. L'école. L'école est-elle prête à faire preuve de flexibilité pour permettre à tous de travailler ensemble dans le respect de l'identité de chacun? Oui. On est prêt? Oui. Absolument. Il dit, l'école, re-questionner ce qui est en place, c'est bien, mais trouver les petites brèches qui nous permettent d'installer cette flexibilité-là, c'est encore mieux. N'est-ce pas le rôle de l'école que d'accompagner les jeunes dans la recherche de leur identité? Et on ne trouve pas notre identité lorsque tout est homogène, lorsque tout est pareil. On met tellement de temps pour découvrir, définir, apprivoiser et même accepter notre identité que la moindre des choses serait de se faire respecter pour qui on est, respecter notre unicité, avoir confiance et s'engager auprès de soi afin d'avoir un impact. Si on avait des milieux un peu plus inclusifs, tout le monde y trouverait sa place, comme moi j'ai réussi à trouver la mienne. Merci beaucoup. Christian Leblanc. Avez-vous vu la veste? Hein, c'est Pac-Man. Wow! Bravo. Tout à l'heure, Marie-André parlait de son saut à parachute et elle disait que le pire d'en sauter, c'est d'attendre son tour. La prochaine qui s'en vient, qui s'appelle Mira, elle n'a pas eu à attendre longtemps. J'ai eu malheureusement un désistement de dernière minute parmi les gens qu'on avait invités, comme la semaine dernière. Puis là, OK, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tiens, j'ai écrit à Mira, j'étais vers 20 heures le soir, quelque chose. « Hey Mira, j'ai quelque chose pour toi, ça te tente-tu au niveau de Claire? » Elle dit « Ah ouais, quoi? » Puis là, on a échangé et sur le coup, elle a accepté le défi. Elle a accepté le défi. Bravo, Mira. Elle a sauté. Donc, Mira, enseignante au primaire dans la ville de Québec, à Sillery plus exactement, je t'invite à venir nous joindre sur scène. Ça va bien? Oui. Est-ce qu'on est bon? Yeah. Top chrono. C'est bon? Good. Je vais assurer parce que la première diapo est noire, donc on va juste... Salut, ça va? Ça s'en vient. C'est parti là. Ouais, mais là, je vois rien en avant. Ça s'en vient, mais moi, je commence là, quand ça part là, en avant. Yes! Le titre a l'air un petit peu moralisateur, mais je vous rassure, c'est pas à vous que je fais la leçon ce soir, c'est à moi. Donc, identité, pour moi, ça sonnait crise identitaire. Ça sonne un petit peu péjoratif, mais ça fait partie de notre développement. Ça nous transforme pour nous mener à aujourd'hui. Commençons au tout début. De l'amour à profusion et... C'est supposé, je pense que ça roule pas parce que ça fait bien plus que 20 secondes.
Ouais, non, il n'est pas sur play. OK, fait que donc, ce que je viens de dire, en répétition, voilà. Les maternelles, de l'amour, tout va pour le mieux. J'ai eu la chance, comme enfant, d'être entourée d'une famille qui me poussait à explorer, à me faire confiance. Je pense que ce que mon père me disait le plus souvent, c'est « T'es spécial ». Tous les enfants devraient se faire dire ça à tous les jours. Sauf que t'as beau être spécial, à un moment donné, ça finit par te tomber dessus sans crier gare, l'adolescence. Première crise identitaire. Tu vas me dire que lire Filles d'aujourd'hui puis triper sur le gars qui meurt tout le temps à la fin de ses films, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Sauf que il y avait tout le temps une petite voix dans ma tête qui me disait « On sait jamais ». Ce qui nous mène à la première leçon, il n'y a pas de petits rêves. J'étais tellement convaincue de ça quand j'étais jeune, même en bas âge, que c'est la première chose que je me suis fait tatouer dans le dos. Rêver. Ça s'en va plus. Ça s'en ira pas. Ce qui est bien des rêves, c'est qu'on peut les protéger en les gardant pour nous. Le reste, par exemple, c'est exposé au grand jour. Et tout le monde semble avoir un mot à dire sur ce qu'on est. Ce que j'ai réalisé avec le temps, avec beaucoup de temps, c'est que tout le monde se sentait un jour comme le pion de droite. Fait que j'étais pas très sociable à l'école. Souvent plongée dans un roman, dans ma bulle, et confrontée aux péripéties de la vie quotidienne au secondaire et les réflexions inévitables qui en découlent. Puis je me suis liée d'amitié avec des gens qui me ressemblaient. C'était un petit peu bizarre. Des bibites. C'est à cette époque-là que j'ai mieux compris que les gens dont nous nous entourons sont le reflet de ce que nous croyons être ou ce que nous voulons être. Je me cherchais à travers eux, j'apprenais à me découvrir pour le meilleur, pour le pire. Parce que tu n'es jamais seul quand tu es toi-même. Jusqu'à temps que, évidemment, j'aie des décisions seules à prendre, par exemple. Donc, entrer à l'université. Tout à coup, c'est face à moi-même que je me retrouve, face à mes rêves, mes ambitions, face à ma perception de ce que je suis capable d'accomplir ou pas. L'enseignement, c'était un choix plutôt logique. J'ai toujours préféré la compagnie des enfants et leur monde imaginaire plutôt que la structure, la rigidité du monde adulte. Fait que j'ai sauté dans la piscine, pataugé dans une mer de notes de cours et de grands courants pédagogiques. Ça, c'est moi, avant de terminer mes études. J'étais catapultée dans le vrai monde. Après 4 ans d'études, je devais maintenant devenir le guide, le modèle, la source de savoir et de réconfort. J'avais plus souvent qu'autrement l'impression d'avancer à tâtons. Leçon numéro 3, je pense, ouais, c'est ça. Ne te laisse pas définir parce que tu ne sais pas encore. Ça peut être épeurant d'être confronté à des compétences qu'on n'a pas, d'un savoir qui n'est pas le nôtre, des idées qui n'ont pas germé dans notre esprit, mais j'aimerais souligner les mots « pas encore ». C'est ce qui est merveilleux du métier d'enseignant, c'est que tout est en mouvement. Chaque année apporte son lot de possibilités, de renouvellement et d'amélioration. Alors, j'ai débuté ma carrière avec une intention bien claire, faire aimer l'école à mes élèves. L'humour, c'est essentiel dans la relation qu'on veut établir avec les enfants. C'est un baume, c'est un démineur de situations conflictuelles, c'est une thérapie en moins cher. Donc, comme dans toute bonne thérapie, par exemple, ça nous arrive de gratter là où ça fait mal. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui se tramait, que dans ma tête, tout n'était pas clair sur ce que je voulais être comme prof. Ma façon de travailler, faire face aux exigences, mon organisation, c'était pas au point. J'avais pas assez de temps, pas assez de moyens, pas assez d'outils, pas assez de connaissances, bref... la crise. Donc, aussi positif que ça puisse être, ça a été ça mon point de rupture. Ça. La crainte de ne pas arriver à gérer toute la nouveauté que ça entraînait une vie de famille. Qu'en plus de tout ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle, il fallait en plus que je sois une maman. Une bonne maman. Je m'étais même fait dire que ce serait normal que je m'embarque dans moins de projets, que je mette la pédale douce. Mettons que ça ne faisait pas vraiment mon affaire de me faire dire ça. Ne vis pas l'insatisfaction comme un échec, mais comme un indice vers ta prochaine destination. Après mon 2e congé de maternité, j'ai pris le temps d'évaluer comment je me sentais dans mon nouveau rôle, quel impact ça avait sur ma vie professionnelle. J'ai fait un petit pas à la fois. Je me suis rendu compte que j'avais parcouru un bon bout de chemin, que je m'en tirais quand même bien finalement. Je commençais à me trouver pas mal plus confortable, j'avais un bon rythme. Je pouvais le maintenir. J'étais même un peu surprise par mon aisance. J'ai regardé autour de moi, question de voir où est-ce que j'en étais, ce que j'avais acquis, en quoi ça m'avait transformée comme prof. J'ai eu envie d'élargir un peu mes horizons parce qu'il n'y a pas de petits rêves. J'ai décidé de dire oui, de laisser la porte ouverte aux nouvelles opportunités, même quand j'avais des doutes sur mes capacités. Je me suis rappelé qu'à l'université, on avait parlé de zone proximale de développement. Je me suis dit, pourquoi on explique ça à nos élèves,
puis qu'on a autant de mal à l'appliquer dans notre vie. Pensez à toutes les opportunités que vous avez refusées par crainte de ne pas répondre à toutes les exigences. Ce que j'ai découvert, c'est ça, c'est la force du réseau. Le courage que peut transmettre quelqu'un qui t'inspire. Prenez-le comme un compliment, mais vous faites partie intégrante de ma dernière crise identitaire. Leçon numéro 5, la dernière de ce soir. L'inspiration, elle va changer, vous allez pouvoir la lire. L'inspiration est une énergie renouvelable et contagieuse. Une fois qu'on a mis le pied dans l'engrenage, difficile de faire marche arrière. Le sentiment de partage, l'élaboration de nouvelles idées, le sentiment d'appartenance à une communauté dont on n'est pas seulement l'observateur. L'heure est au bilan. J'ai pas de petit rêve comme celui d'écrire pour être lu. Merci à l'École branchée pour ça. Je me sens plus que jamais comme moi-même et mieux entourée que jamais. Je ne suis pas porteuse de tous les savoirs, mais ma curiosité connaît peu de limites. Ce qui me paraît insatisfaisant me pousse vers le changement. Et croyez-moi, je n'ai pas fini d'être inspirée par tout ce qui se passe autour de nous, en espérant vous avoir inspiré à mon tour ce soir. Je profite... Chut, j'ai pas fini. Je profite de la plateforme pour vous inviter à lever votre verre semi-imaginaire, là, en tout cas tout à l'heure, à ce que vous êtes, aux crises identitaires qui vous ont permis de vous construire et à toutes celles qui vous feront évoluer dans le futur. Merci, bonsoir. Mira Auvergnat-Ringuette. Bravo, Mira. Wow. On en est déjà rendu à la 5e. Et j'aimerais lire sa description. Je vous présente Sue Duguay. Sue Duguay est une étudiante de 19 ans à l'Université de Moncton en sciences politiques, en économie et en sciences de la gestion. On appelle ça un bac multidisciplinaire. Sue est présentement présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, la FJCF. Ses implications provinciales débutèrent en 2013 au sein du conseil de direction de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, la FJFNB, l'organisme qu'elle a présidé de 2016 à 2018, tout en s'impliquant auprès de multiples causes connexes au fil du temps. Passionnée par l'art oratoire, la société, la politique et le droit, ces 4 derniers éléments servent régulièrement de propulsion vers des accomplissements nouveaux. Sue est originaire de Miramichi. Et ceux qui étaient ici en 2016, rappelez-vous, hein, on avait terminé un peu sur la même veine avec Joël Aymon et Jocelyn Leblanc. Les 2 boys en habit-cravate, OK? Je trouve ça tellement spécial qu'on puisse donner la voix aux jeunes. Sue, je t'invite à venir nous rejoindre. Merci. L'identité finit par retomber sur la grande question « Qu'est-ce que être ?» Les grands philosophes de ce monde n'ont pas su tous adhérer à une réponse et je ne prétendrai pas ce soir vous avoir la réponse. Mais j'aimerais quand même vous partager ma vision de l'identité. Sue Duguay, présidente, étudiante, femme, boursière, francophone, bilingue, artiste, oratrice, néo-brunswickoise, canadienne, acadienne, jeune, apprentie, mouton, sans opinion. L'identité, dirais-je humblement, est sujet carrefour pour ma génération. Sans non plus me prétendre porte-parole de celle-ci, mais de base avec Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, YouTube, Google, on me demande de m'identifier. On me demande mon nom, mon âge, mon adresse, mon sexe, de m'identifier. Sur mon profil Tinder, on me demande mon nom, mon âge et des photos qui m'identifient. Et mon passeport, quand ma génération voyage, on me demande mon nom, mon âge, mon adresse, mon visage et mes connaissances non parentes, question de m'identifier. En parallèle avec tout cela, on me dit de me trouver ma raison d'être. On me dit de par moi-même me définir. Tiré du dictionnaire Larousse en ligne, la définition du mot définition, parce que je veux définir le verbe définir, se lit comme suit. C'est le fait de déterminer les caractéristiques d'un concept, d'un mot, d'un objet, etc. Ensemble des propriétés essentielles de quelque chose. Écoutez bien.
Ensemble des propriétés essentielles de quelqu'un. En ce sens-là, voilà comment présenter la définition d'un individu, qui du fait même est son identité, car l'identité, c'est les propriétés essentielles d'un individu. Alors oui, mon identité m'est importante. Et oui, pour certains, pas seulement les millénaux, l'identité peut même être cruciale. Pourquoi? Je me prendrai comme exemple. Prenez-le pas de façon... prenez-le de façon très humble, si ça vous plairait. Sue-Duguay, présidente, étudiante, femme, boursière, francophone, bilingue, artiste, oratrice, néo-brunswickoise, canadienne, acadienne, jeune, apprentie, sans opinion. De sondages publics, voilà comment on m'identifie, en provenance de gens, amis ou pas, des gens qui m'aiment ou qui m'aiment pas. Grâce à mon identité publique et personnelle, je peux me permettre de prendre la route vers une carrière, un salaire, un réseau. Plus spécifiquement, je peux me visualiser avocate, lobbyiste et bien plus encore. Dans un monde où on est constamment rappelé de nos actions, commentaires et surtout de nos erreurs, chaque petit détail est ce que l'on peut faire de mal selon l'opinion d'autrui, il serait bien d'arrêter de banaliser l'importance de l'identité. L'apprentissage de matière, comprenez-moi bien, c'est important. Cependant, si on peut non seulement l'apprendre, mais la comprendre et lui donner sens dans la vie de tous les jours, la matière prend alors tout son sens. Et de comprendre le quotidien, c'est de comprendre les gens. Le quotidien est question de social, de société et d'individus. En comprenant les gens et en y appliquant la matière, on maximise les opportunités. De savoir qui nous sommes dans cette foule de gens, et également d'être conscient que la vision de ma propre personne varie d'un individu à l'autre, c'est là la force de l'identité. Je sais que chacun dans la salle ici me voit, chacune et chacun de façon différente. Vous n'avez pas la même vision et vous n'avez pas le même bagage de connaissances de la personne que je suis, de mon identité. J'ai la chance, par la diversité de mes implications, mes mentors, mon réseau, d'apprendre à me connaître au quotidien. Je suis consciente que pour certains, je semble être Sue-Duguay, apprenti, mouton, sans opinion. Mais j'ai la force de reconnaître mon identité et de m'y fier, d'y travailler à tous les jours, d'apprendre à me connaître et d'apprendre à connaître les gens qui sont autour de moi. Et je peux comprendre que ma perception de l'identité d'une autre personne n'est pas la seule version de son identification. Qu'en ce sens, je peux me permettre de maximiser les opportunités car je comprends les situations, ou du moins, je sais que je ne sais pas tout, mais j'essaie d'en comprendre plus. Notre quotidien est question sociale, société, d'individus. L'école se doit d'être plus d'une école, j'en parle à des convaincus. Chaque élève devrait pouvoir être conscient de l'identité, de la sienne et de celle des autres, de la variété des identités. Je parle ici d'identité personnelle, numérique, culturelle, linguistique, etc. Comprendre l'autre comme il et elle veut être compris, mais également savoir qu'il existe des faits. L'opinion a sa place, mais la vérité existe. La source de ce qui est vraiment existe. La personne qui sera mécanicienne dans la région ou gérante de relations internationales sera inconsciemment ou pas apte à savoir qu'on peut en comprendre plus. En d'autres mots, quand se pointera un problème, il ou elle saura qu'il existe explication. Et la compréhension suite à une explication, c'est de trouver la clé à une solution. Alors, je terminerai en vous lançant un message que j'ai porté lors de mon secondaire. Votre élève est élève, humain, apprenti, savant, enfant, etc. Et vous, vous êtes élève, humain, apprenti, savant, enfant, etc. Comprenons-nous les uns les autres comme nous voulons être compris. Et c'est avec ça que commence l'identité et une meilleure société. Sur ce, il m'a fait plaisir d'être ici ce soir et je vous souhaite bonne fin de soirée et bonne fin d'événement. Sue-Duguay. Bravo.
Bravo. J'invite les 5. Venez-vous-en les 5. Sue Duguay, Mira Auvergnat-Ringuette, Marie-André Ouimet, Christian Leblanc, Norman Brodeur.